bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Pour plus de récits originaux, livres audio adaptés et contenus plus travaillés, rendez-vous sur ma chaîne principale. Le lien est dans la description. Ce soir, avez-vous déjà ressenti la douce magie de la nuit lorsque quelques inconnus deviennent soudain des compagnons de veille, réunis par le simple fil de l'insomnie? Installez-vous confortablement et laissez-vous bercer par cette histoire où confidences murmurées, rituels silencieux et chaleur humaine tissent une parenthèse inattendue entre lumière dorée et pluie apaisante. Bonne écoute et douce nuit. Il y a, dans le cœur d'une ville sans sommeil, un café qui luit discrètement sur le trottoir humide. Ses vitres arrondies, lavées de reflets tremblants, laissent deviner 5 silhouettes assises, chacune à sa table, dans la lumière chaude et dorée. Le café des insomniaques n'affiche aucune heure d'ouverture. Il accueille celle ou celui, naufragé sur le rivage de la nuit, qui pousse sa porte sans bruit. Lucas arrive le premier, comme tous les soirs. Il retire le col de son manteau humide, fait glisser sa besace fatiguée sur la banquette près du radiateur et commande un thé noir, corsé. Devant lui, un vieux roman au papier mou, corné d'innombrables usages. Il ne lit pas. Il promène son regard rêveur sur la salle, guettant l'entrée silencieuse des habitués de minuit. Inès franchit la porte 5 minutes après, luttant contre un vent trop vif. Ses gestes sont lents, mesurés, presque méthodiques. Elle garde près d'elle un thermos, mais commande à chaque visite un grand chocolat chaud, très épais, dont l'arôme rassurant la calme aussitôt. Elle s'installe près de Lucas, mais laisse toujours une chaise vide entre eux, territoire neutre, rassurant. Paul s'avance, canne à la main, imperméable perlé de gouttes minuscules. Le patron n'a plus besoin de s'enquérir. Un café long, aussi noir que la nuit, sans sucre. Paul, ancien chef de gare, observe la salle à travers ses lunettes épaisses, analysant les moindres détails d'un œil amusé. Il se place contre la vitre pour mieux suivre la course oblique des gouttes de pluie. Hannah glisse dans la pièce, blouson de jean sur un hoodie oversize, carnet de croquis serré contre elle. Elle salue d'un sourire timide, pince les lèvres en commandant une tisane à la camomille, puis s'installe près du radiateur, toujours la même chaise. Parfois une mèche turquoise s'échappe de son bonnet. Quand Émile entre enfin, c'est toujours en dernier. Il porte son étui à guitare comme on ramène un secret. Longiligne, il se dirige silencieusement vers sa place, commande un espresso très court, puis plonge dans ses pensées ou griffonne quelques notes sur une serviette en papier. Son regard croise celui d'Inès, une rapide lueur de connivence, vite cachée derrière la vapeur de leurs boissons respectives. À l'extérieur, la pluie semble tomber pour eux seuls, enveloppant le café d'un voile qui isole du monde. Les gouttes tambourinent, dessinant des motifs changeants sur les vitres embuées. Aucun mot ne circule pendant plusieurs minutes. Le silence de l'habitude, ce partage implicite, fait résonner une étrange harmonie dans la salle. Chacun s'observe, avec la discrétion de ceux qui connaissent la fatigue du soir. Lucas relève parfois la tête en souriant à Inès, qui cache ses mains sous la table pour y tordre un mouchoir. Paul interrompt son inspection du dehors pour caresser la surface lisse de son café d'un doigt distrait,
Hanaé ouvre son carnet, esquisse sans montrer, les yeux posés tour à tour sur ses compagnons d'insomnie. Émile, lui, ferme les yeux, bat discrètement la mesure de quelque air imaginaire. La cloche teinte parfois, mais ce sont rarement d'autres clients. Il semble exister entre les 5 un accord tacite. Peu importe les raisons de leur présence, l'espace nocturne leur appartient à part entière. L'atmosphère de rituel prend forme par infimes touches, la tasse de Lucas posée, toujours au même endroit, la façon qu'a Paul de soupirer lorsqu'il s'assied. Le demi-sourire de Hanaé quand elle obtient la première gorgée de camomille brûlante. Les soirées se ressemblent, parfois un journal feuilleté nonchalamment, un éclat de toux couvert d'excuses muettes, la soucoupe déplacée d'un geste hésitant. À travers ces gestes minuscules, une solidarité discrète s'installe. Chacun, derrière son îlot de solitude, détecte chez l'autre la même lassitude, la même quête clandestine de réconfort. Et toujours la pluie, constante, rythme leur insomnie partagée. Les minutes, dehors, semblent se dissoudre, tandis qu'à l'intérieur, la lumière chaude du café fait de l'obscurité un refuge presque familier. La pluie tricote ses motifs secrets sur les vitres du café des insomniaques, effaçant les lumières du dehors. Un soir semblable aux autres, mais où le silence semble plus fragile, presque prêt à se briser sous le poids d'un souffle. Lucas lève doucement sa tasse de thé, son geste hésitant, et tourne la tête vers Inès. Son regard s'ancre dans la vapeur épaisse, cherchant un port. Est-ce que tu goûtes parfois autre chose qu'un chocolat chaud? Son ton est doux, presque un murmure égaré dans la nuit, craignant de déranger l'équilibre ténu de leur rituel. Inès relève les yeux, surprise, son thermos toujours gardé près d'elle comme une armure légère. Elle hésite, un sourire en coin déformant à peine le sérieux de son visage. Non, jamais. C'est idiot, sûrement, mais c'est mon ancrage. Et toi, le thé, c'est une habitude? Le rythme de la conversation s'invente maladroitement, comme une chorégraphie hésitante entre deux inconnus, condamnés à partager le même carrelage lumineux. Lucas hausse les épaules, attrape un sachet de thé usé, l'observe comme s'il y cherchait une réponse. J'aime qu'il soit corsé. Je crois que je le bois pour ne pas dormir, plutôt que pour le goût. Parfois, je me dis que si j'arrêtais, peut-être que... Il n'achève pas. La suite s'effiloche dans la chaleur ambiante. Inès fait tourner sa cuillère, produisant un tintement discret. La pluie redouble d'intensité, rappelant à tous que la nuit n'a pas de fin prédéfinie ici. Son regard glisse vers Lucas, puis vers les autres tables, comme si elle cherchait leur approbation silencieuse. Paul observe sa tasse, air faussement absorbé, tandis qu'Hanaé esquisse en silence le galbe des tasses. Dans cette lumière feutrée, une timide familiarité jaillit entre Lucas et Inès. Ils échangent sur le lait qui mousse mal, sur la patience du serveur, sur la chaleur du radiateur qui décline après minuit. Les détails minuscules deviennent des promesses muettes de partage. Les anecdotes inoffensives prennent un poids inattendu. Sous la pluie, le dehors paraît flou, presque inexistant. Dedans, les gestes s'adoucissent. Inès ose un compliment sur le roman effrangé de Lucas. Il raconte que c'est le seul livre qui le rassure la nuit, qu'il refait sans cesse les mêmes phrases, comme un talisman. Elle raconte, à mi-voix, qu'elle craint l'instant où son chocolat finira. La surface lisse brisée par la cuillère, la chaleur dissipée. Leurs éclats de voix restent rares, vite absorbés par le tapis épais et le grondement de l'averse. Pourtant, chaque mot rapproché semble poser une brique nouvelle à la fragile bâtisse du groupe. Derrière chaque paupière lourde se cache un aveu plus grand que la fatigue,
ce besoin d'être connu, même par bribes, au creux de la nuit. Paul tousse légèrement et tout le monde lève les yeux, comme réveillé d'une torpeur douce. Les échanges reprennent, timides, sur les boissons préférées, les souvenirs de café bu ailleurs, dans d'autres villes, d'autres veilles. Anaé murmure qu'elle dessine mieux quand elle sent l'odeur de la camomille, qu'elle n'a jamais trouvé de tisane qui calme vraiment, mais qu'elle persiste, par espoir d'une nuit douce, un jour. Émile écoute, son espresso à demi vidé, relançant d'un sourire les confessions inoffensives et les silences rassurants. Parfois, c'est une anecdote anodine qui surgit, parfois un questionnement suspendu. Personne n'ose questionner trop fort, personne n'élude les regards. La nuit glisse, de plus en plus douillette, ourlée du fracas des gouttes incessantes sur les toits. Loin du tumulte du dehors, la chaleur circule de main en main, de regard en regard, tissant un fil ténu d'attachement, que même la solitude la plus têtue ne parvient plus à rompre. La voix de Paul, grave, un peu éraillée par l'âge et des années à appeler les départs, fend soudain le silence familier du café des insomniaques. Un infime tremblement de la main sur sa soucoupe trahit son hésitation. La lumière chatoie sur la céramique, la lueur dorée caressant les rides fines de ses doigts. Vous savez, autrefois, quand j'étais chef de gare à Montluçon, il m'est arrivé des histoires pas vraiment croyables. Émile relève à peine la tête, abandonnant un instant la mélodie murmurée qui lui colle aux lèvres. Lucas pose son livre, la page marquée par son pouce. Inès, d'habitude prompte à se renfermer, esquisse un sourire prudent. Seule Anaé garde la main sur son carnet, le crayon suspendu au-dessus du papier, prêt à capturer un instant. Paul prend une inspiration et son regard s'embarque un moment par la fenêtre, loin des reflets de pluie. Un matin, à la première heure, 2 oies sauvages ont traversé la voie ferrée, pile au moment où le train postal devait entrer en gare. Toute la gare était en panique. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Sauf qu'en fait, c'était moi qui paniquais. Et le reste du personnel se marrait. Ça les arrangeait d'éviter la routine. Je me suis retrouvé, arrêté au sifflet, à parlementer avec les oies comme si elles allaient m'écouter. Ils déploient un rire discret, un peu rouillé par l'habitude du silence. Un éclat calme se propage aux autres tables. L'humour délie les attaches. Anaé, elle, donne vie à la scène. Sur la page crème, les plumes froissées des oiseaux prennent la forme de spirales malicieuses, la silhouette de Paul penchée maladroitement vers elle. Vous leur avez dit quoi? s'enquiert Lucas, mi-incrédule, mi-amusé. Paul hausse les épaules, pince ses lèvres en une moue presque enfantine. Que si elle voulait arriver à bon port avant 9 heures, il valait mieux ne pas contrarier les trains. Elles ont eu l'air de réfléchir. Ou alors, j'ai rêvé. Mais elles sont parties, c'est sûr. Inès laisse échapper un petit rire étouffé. Il paraît que les oiseaux sentent la sincérité. Un clin d'œil énigmatique lui répond. Derrière l'hilarité douce, un accord invisible se tisse. Émile reprend son fredonnement, entonnant quelques notes d'un air populaire, le timbre si bas qu'il ne gêne personne. La voix caresse doucement le crépuscule du café, chaque table baignée dans une lumière tiède et réconfortante. Anaé précise un contour, capture les rides du coin de l'œil de Paul et ajoute comme on confie un secret sans importance. Je crois que je pourrais dessiner vos histoires toute la nuit. Paul se penche, un peu intimidé par l'attention soudaine, cherchant dans la fumée de son café les mots qu'il n'a jamais vraiment partagés. Il déroule distraitement d'autres bribes,
les horaires fantaisistes, la locomotive qui s'est trompée de quai, un chien qui venait flairer le buffet chaque soir. Jamais de détails poignants, juste une collection de petits événements, dérisoires, et pourtant essentiels à ce qui a été son existence. Les autres écoutent en silence, la chaleur du café retenant les confidences comme des braises douces. Les secrets, eux, restent tapissés sous la surface, prudents, attendant leur heure. Il n'est pas question de blessure ni de regret, seulement de la douce collision de 5 solitudes qui s'apprivoisent. L'horloge de la salle marque le temps d'un rythme lent. La pluie au dehors persiste. Au-dedans, les gestes glissent. Les regards se maintiennent, longtemps, sans besoin de questions ni de réponses. Des compagnons, sans nœud, sans promesse, réunis là pour une nuit encore. Lucas surgit dans la lumière dorée du café. La porte claque un peu trop fort derrière lui. Sa respiration est hachée, ses cheveux plaqués par la pluie, sa veste maculée de petites gouttes indécises. Il bredouille une excuse et se dirige, regard fuyant, vers la table familière où les autres l'attendent. Le cercle s'est resserré ce soir, comme si chacun, en le voyant ainsi troublé, sentait l'urgence d'un geste, d'un mot. Paul pousse une tasse déjà emplie vers Lucas, qui s'y accroche comme à une bouée. Le parfum du thé inonde la table, tiède et sucré. Une invitation à la confidence davantage qu'à la réassurance. Anaé brise le silence. Tu as l'air d'avoir couru tout le long du boulevard. Lucas esquisse un sourire fugitif. Il prend une gorgée distraite, inspire, puis laisse tomber d'une voix basse, à peine plus qu'un souffle. Je n'arrive plus à dormir. Inès lève les yeux, instantanément attentive. Émile cesse de tapoter la coudoir, rythmant un air invisible. Paul se redresse. Le crépitement de la pluie sur la vitre semble s'intensifier. Lucas appuie ses coudes tremblants sur la table. Depuis 3 nuits, c'est le même cauchemar. Je me perds entre les rayonnages de la bibliothèque. La lumière s'amenuise, tout bascule dans le noir. Je me sens piégé, sans issue. Je me réveille trempé de sueur, incapable de me rendormir. Personne ne rit, personne ne cherche à le rassurer à la légère. L'ambiance s'est faite plus dense, mais il y a dans cette densité une chaleur insoupçonnée. Inès joue distraitement avec sa cuillère, puis, relevant la tête, laisse tomber d'une voix franche. Moi, c'est le boulot. Je rentre, je me couche, et le moindre bip m'arrache le cœur. J'allume, je vérifie, rien. Mais mon esprit reste suspendu, jamais apaisé. Ça remonte à des années, et ça ne part pas. Je suis crevé, mais je ne dors pas. Anaé se recroqueville sur sa chaise, les jambes ramenées contre elle. Ses yeux cherchent le plafond comme pour éviter de croiser ceux des autres. Je crois que j'ai peur du futur. Pas en général. Juste peur de ne jamais vraiment trouver ma place. Même la nuit, ça court dans ma tête, ce flot d'images. Je voudrais de l'espace, du vide. Mais le silence me fait peur. Émile hoche lentement la tête, puis vient coller sa tasse à ses lèvres, sans boire. Moi, je crois que c'est justement le silence. À la maison, quand tout s'arrête, que la guitare se tait, il y a ce silence abyssal. Il me dévore les oreilles. Alors je veille, je gratte, je sors marcher. Dormir, c'est comme tomber dedans. Paul sourit faiblement. Mon problème, c'est l'absence. Sa voix racle un peu les murs du café. Je n'ai jamais bien su dormir sans Viviane. J'ai cru m'y habituer. Je n'y arrive pas. Les draps sont trop grands, le lit trop vaste. On ne devrait jamais avoir à occuper autant d'espace tout seul. Les mots planent un instant.
doux, chargé d'une gravité discrète qui ne pèse pas. Chacun découvre dans l'aveu de l'autre un écho, une texture familière. Au dehors, l'averse continue son bal obstiné, jetant des reflets troubles sur la table. Personne ne propose de solution, personne ne juge. Les regards se croisent, légers, moins encombrés qu'à l'arrivée. Le serveur dépose sans bruit une assiette de madeleines à partager, présence feutrée, presque complice. Anaé s'empare d'une bouchée, la casse du bout des dents. Le regard perdu sur la vitrine où goûtent les lanternes de la rue. L'orage était monté sans prévenir, posant sur le café des insomniaques une chape sonore qui rythmait chaque seconde. La foudre tapait loin, soulignant les mots par à coups de lumière. Au début, ils avaient tenté de continuer à parler comme d'habitude, mais la pluie battait si dru qu'elle imposait sa cadence, enveloppant la salle d'une douceur vibrante et isolée, comme un cocon flottant hors du temps. Paul, appuyé contre le dossier, guignait derrière ses lunettes les lignes froissées du dehors. « J'ai toujours cru que les orages étaient les confidences du ciel, » murmura-t-il. « Ça craque, ça éclate, puis le calme revient. » Anaé, qui dessinait distraitement des cercles du bout du doigt dans la buée de la fenêtre, leva les yeux vers Lucas. « Et si on essayait de deviner la vie cachée de chacun? Un genre de pari à la noix. Pour une fois, ce serait à nous d'inventer les secrets plutôt que de les porter. » Lucas acquiesça, le regard soudain enjoué. « D'accord, mais tu commences, Anaé. Je parie que tu es dompteuse de hérissons dans un cirque clandestin. » Un éclat de rire brisa leur circonspection, décochant un sourire à Inès, dont le visage parfois fermé se décrispa enfin. Raté, mais j'aurais aimé. Anaé secoua la tête, mi-amusée, mi-flattée. Elle observa Paul, l'air mutin. « Toi, je te vois bien écrivain secret, obsédé par une saga en 20 volumes que personne n'a encore lue. » Paul esquissa une moue faussement indignée. « Ce serait bien mon genre, tiens. Hélas, je ne sais même pas finir une grille de mots croisés. » Émile, penché en avant, laissa glisser une note discrète sur sa tasse vide. « Inès, toi, je t'imagine championne du monde d'échecs nocturnes, cachée sous un pseudonyme. » Inès haussa les épaules, amusée. « J'aurais préféré gagner de vraies parties, mais je me contente de battre mes propres angoisses, à mon tour. Lucas, selon moi, tu as une double vie, conservateur de musée le jour, voleur de tableaux la nuit. » Lucas éclata de rire, relâchant un peu de la tension qui l'étranglait ces jours-ci. Le jeu creusait dans chacun une enfance oubliée, un désir d'être vu autrement, le soulagement d'habiter un instant une version fantaisiste de soi-même. Les éclats de voix s'entremêlaient au grondement de l'orage, et malgré la légèreté, une pointe de tristesse filtrait, infime mais perceptible. Derrière leurs inventions, chaque supposition caressait les aspérités d'une vie réelle qu'aucun d'eux n'osait tout à fait montrer. Paul jouait les cabotins, mais son regard fuyait, comme s'il cherchait entre deux nuages de vapeur une silhouette disparue. Anaé riait un peu trop fort, consciente sans doute de ce qu'elle laissait deviner. Inès, à ce moment précis, pinçait l'arête de son nez pour refouler une nostalgie soudaine. Sur la table, les madeleines émiettées témoignaient du passage du temps et du réconfort partagé. Le café tiède, les lampes voilées, tout conspirait à leur offrir une enclave où le ridicule n'existait plus. Émile souffla, presque imperceptiblement. On se trompe tous, mais ça fait du bien d'être imaginé un peu plus grand que soi, vous ne trouvez pas? Dans leur regard silencieux, un assentiment passa, fragile, fait d'une reconnaissance timide et d'une gratitude soudaine. L'orage ralentissait sa cadence, mais dans la chaleur du café, la nuit élargissait la petite communauté,
douce et précieuse. Le vent avait nettoyé le ciel, et la pluie, pour une fois, s'était effacée devant un silence appliqué. Au café des insomniaques, ce silence-là, inhabituel, s'installa plus pesamment encore lorsqu'Inès leva la tête et murmura « Elle n'est pas là ». Le siège d'Anaé, pelotonné dans l'angle près de la plante en pot, paraissait soudain excessivement vide. Les yeux de Lucas glissaient loin vers la porte à chaque tintement extérieur. Paul, d'habitude prompt à parler de tout et de rien, triturait machinalement sa montre dans un geste rabougri. Leurs paroles tournoyaient, sans parvenir à s'agripper, comme happées par l'absence. C'était Émile, longtemps resté voûté sur sa tasse, qui brisa finalement les digues. On devrait faire quelque chose, non ? Sa voix sourdait de l'inquiétude. Une note basse que personne ne releva vraiment, trop affairée à masquer leur propre trouble. Un silence gêné flotta un instant. Elle n'a même pas envoyé de message. D'habitude, elle prévient, lança Inès, la voix plus étranglée qu'elle ne l'aurait souhaité. Lucas hocha la tête, feignant de consulter son téléphone, sans trop savoir quoi vérifier. Soudain, Paul, qui avait gardé un œil distrait sur la banquette d'Anaé, se pencha et souleva quelque chose, à moitié glissé sous le coussin. Un carnet à la couverture cornée, tacheté par endroits d'auréoles de café, s'y dissimulait comme un animal craintif. Il l'ouvrit à la première page. Très fin, aquarelles inachevées, petit visage aux yeux baissés. Il fit glisser les pages devant Lucas, qui s'arrêta, intrigué, sur la dernière feuille. Là, griffonnées à l'encre bleue, 3 adresses, barbouillées au stylo comme dans la hâte, alignaient une piste muette. On devrait sortir la trouver tout de suite, chuchota Émile, sans se soucier du fait qu'on entendait à peine ces mots sous la rumeur feutrée de la machine à café. Son empressement mit tout le monde d'accord, plus promptement qu'aucun vote n'aurait pu l'obtenir. Inès récupéra sa veste en laine. Lucas lança nerveusement. Peut-être qu'elle nous attend dehors, mais personne ne le croyait vraiment. Anaé n'était jamais en retard, encore moins absente. À l'air libre, la nuit leur sauta au visage, fraîche et saturée d'odeur d'asphalte. Paul, un peu moins alerte que les autres, tenait le carnet bien serré contre lui, comme un talisman précieux. Ils s'abritèrent un instant sous un porche, tentant de déchiffrer les adresses griffonnées. L'une d'elles était traversée d'une rature, la suivante portait la mention « Square du minuit exilé ». Ça ressemble à un jeu de piste, souffla Inès, tentant de révolutionner la peur en curiosité. Lucas acquiesça, repensant à leur étrange jeu de la veille et à cette excitation, entremêlée d'inquiétude, qui vibrait maintenant différemment sur leur visage. Ça n'était pas un hasard, cette façon dont Anaé semait parfois des indices discrets, des clins d'œil, pour qui saurait regarder entre les pages de ses carnets. Guidés plus par l'émotion que par la raison, ils prirent la première adresse. Un immeuble au volet vert, silencieux, où le concierge leur répondit d'une voix pâteuse qu'ils ne connaissaient pas de Anaé et leur ferma la porte sans ménagement. L'excitation retomba d'un cran, l'absence gagnait en densité. Avançant sans trop parler sur le trottoir humide, ils resserrèrent leurs manteaux. Émile marmonnait quelques notes familières, et Paul, après un instant, entr'ouvrit le carnet sur les esquisses suivantes. Des silhouettes évasives, l'ombre d'un banc, l'ébauche d'un lampadaire frémissant sous la lumière. Inès reconnut soudain l'angle d'une place où elle s'arrêtait parfois, place Saint-Sylvestre, griffonnée à la hâte à côté d'un point d'interrogation. « Essayons-la », proposa-t-elle, déterminée. La trace les menait par angles inattendus,
plein d'histoires inventées ou rêvées, et ils se surprirent à accélérer le pas, l'espoir d'apercevoir une écharpe, un trait de fusain, guidant leur errance. La ville, étrangement silencieuse à cette heure, leur rendait l'absence d'Anaé palpable, presque concrète, une présence inversée qui poussait chacun à avancer plus loin dans la nuit. Ils se laissèrent porter par l'inertie de la nuit, absorbant le bruissement régulier de leurs pas sur le trottoir ruisselant, juste sous les lampadaires perlés de gouttes. La ville semblait respirer avec eux. Les murs, réveillés d'un sommeil lourd, renvoyaient par éclats le reflet doré de la lumière mouillée. Lucas ouvrait la marche, carnet en main, ses doigts tremblants d'un froid qui n'avait plus grand-chose à voir avec la météo. Paul, dans son sillage, murmurait des commentaires sur la géométrie des lieux, cherchant à repérer des détails familiers comme on scrute un visage ancien. Inès choisit ce moment pour agripper sans y songer le bras d'Émile. Ce contact spontané, presque accidentel, fit surgir un sourire, à la fois confus et complice, sur leurs lèvres. Ils n'avaient jamais marché ensemble ainsi, et la nouveauté de ce geste ranima quelque chose, loin à l'intérieur. Lucas s'arrêta devant une enseigne à moitié effacée. « Ici, la deuxième adresse », souffla-t-il, et tous levèrent les yeux vers la façade sombre. Mais la porte close renvoyait leur élan avec la rigidité des vieilles habitudes. Personne ne surgissait, rien ne s'ouvrait, et le carnet ne desserrait pas son secret. Paul soupira doucement. Émile, pour tromper le vide, improvisa quelques accords en claquant des doigts, la paume creusée vers la lune voilée. La mélodie s'accrocha dans le silence, et Inès, prise par surprise, laissa filer un rire léger. « Impossible de te faire taire, toi, même la nuit ne t'arrête pas. » Ce fut comme si la tension s'effritait, minée par la simplicité d'un éclat de rire. Lucas en profita pour tourner une page du carnet à la lumière d'un lampadaire. L'esquisse du prochain lieu ressemblait à une balustrade tordue, perdue sous le halo orangé d'un réverbère. Il reconnut l'endroit, vague promesse d'un square désert, un peu plus loin, à la pointe du quartier. Personne n'eut envie de s'interroger sur le pourquoi. Il suffisait maintenant d'avancer encore. Alors qu'il traversait un passage piéton, la conversation dériva. « Vous n'avez jamais eu l'impression, demanda Paul, de sa voix traînante, d'être un simple figurant dans la vie des autres. » Lucas répondit, après une courte hésitation, « Parfois, mais ce soir, c'est différent. Il y a comme une urgence douce. » Inès acquiesça. Elle raconta, presque à voix basse, la façon dont elle se sentait transparente lorsqu'elle soignait ses patients en demi-sommeil. Paul hocha la tête, déposant ce secret dans la nuit comme une pièce sur l'échiquier d'un inconnu. Émile, étonnement volubile, raconta comment l'absence de bruit à la maison le plongeait dans un abîme vertigineux. « Je fais la vaisselle en chantant faux, juste pour ne pas m'entendre penser, » lança-t-il. Inès éclata de rire. Lucas leur confia son vieux rêve, celui d'un phare perdu où personne n'attend le retour de la lumière. À chaque confidence, les regards prenaient la mesure de la fragilité nichée en chacun, apprivoisaient la vulnérabilité qui, sous la surface, battait plus fort qu'on ne voudrait l'admettre. Paul, d'un ton doux, murmura. « Ma femme disait toujours que la nuit révélait les couleurs secrètes des gens. » Il haussa les épaules, un peu gêné. Lucas posa une main sur son épaule, geste silencieux, sincère. Ils cheminèrent ainsi, partageant à mesure leurs peurs infimes, leurs rêves griffonnés, leurs absurdes regrets et leurs envies jamais avouées. Il pleuvait toujours un peu, mais la tiédeur insoupçonnée de leur aventure improvisée formait un bouclier contre l'humidité.
Il finissait, sans s'en rendre compte, par former un petit archipel mobile d'humanité, relié par tout ce qu'il n'avait jamais osé dire à personne. Quand ils bifurquèrent vers la ruelle menant au square du minuit exilé, un frisson, fait cette fois d'anticipation, leur fit presser le pas. La dernière page du carnet s'éclairait sous le lampadaire, promesse fragile, chemin encore inexploré, souligné à l'encre tremblée d'Anaé. La grille du square, grinçante d'humidité, céda sans résistance sous la main de Lucas. Derrière, la pelouse semblait argentée sous la pluie résiduelle. La lumière du lampadaire s'effaçait dans un halo laiteux. Ils s'avancèrent silencieux, comme pour ne pas troubler le sommeil du lieu. Au centre, un banc attendait, paisible, abrité partiellement par un vieux platane dont les feuilles bruissaient encore. C'est là qu'ils la virent. Hanaé pelotonnait sur le banc, tête posée sur l'accoudoir, bras repliés autour de son carnet. Sa respiration rythmait l'air du square, paisible mais irrégulière. À la voir ainsi, une tendresse muette traversa le groupe. Inès s'approcha sans bruit, s'assit au bord du banc, effleurant le carnet du bout des doigts. Les autres formèrent un demi-cercle, hésitant, un peu maladroit de troubler la fragile bulle. Anaé s'éveilla d'abord au son de ses présences. Elle entr'ouvrit les yeux, cligna, reconnut tour à tour les silhouettes qui s'attardaient près d'elle. Elle balbutia « Je ne pensais pas que vous viendriez. » Son regard glissa, inquiet, vers le carnet, comme si, d'un coup, celui-ci pesait autant que la nuit entière. Paul s'accroupit à hauteur de son visage, les mains jointes. « On s'est inquiété pour toi. » Il n'y avait ni reproche ni pression, juste la simplicité feutrée de quelqu'un pour qui l'absence de l'autre est devenue quelque chose qui compte. Hanaé serra plus fort le carnet. Sa voix, fêlée d'insomnie, trembla légèrement. Je n'arrivais plus à être là. Je me sentais de trop, même avec vous. Parfois, je veux parler, puis j'ai peur d'imposer mes tourments. Je me dis que mes états d'âme, mes nuits blanches, ce n'est pas vraiment fréquentable. Elle détourna le regard vers un massif de fleurs trempées. Il y eut un silence doux, où les gouttes cessaient de tomber une à une. Lucas, timide d'habitude, s'assit à son tour sur le banc, ses genoux frôlant ceux d'Anaé. Il racla sa gorge. « Tu sais, parfois j'ai exactement cette impression. Pourtant, on reste, tous les soirs. C'est justement parce qu'on se ressemble dans cette gêne-là, non ?» Son sourire, hésitant, offrit plus de chaleur que 1000 mots. Inès hocha la tête, baissa la voix. « Les patients avec qui je partage les nuits, parfois, je leur envie leur sommeil. Mais je n'ose jamais dire à personne que je voudrais qu'on veille sur moi. Juste une fois. » Sa main effleura furtivement l'épaule d'Anaé, geste anodin et pourtant décisif. Émile, de sa voix de basse, murmura « J'ai passé des années à chercher le silence comme un refuge. Et puis, le silence m'a fait peur. C'est pour ça que je chante, même faux. J'ai besoin qu'on entende, qu'on réponde, même si c'est maladroit. » Il esquissa de ses doigts un accord invisible sur son genou. Paul eut un soupir contenu, puis sourit. « C'est drôle. J'aurais juré être le seul à ne pas savoir comment se faire une place dans les nuits des autres. » Il tapota le bois du banc, comme pour vérifier que tout cela était tangible. Chacun se laissa aller, dans cette vacance inattendue, à partager sa solitude. Une solitude qui, peu à peu, semblait perdre son poids, se dissoudre, comme la pluie du soir sur la terre chaude. Les corps se rapprochèrent instinctivement, effaçant la distance que la pudeur avait installée.
Anaé jeta un regard vers son carnet. Elle hésita, puis le posa à plat sur ses genoux et tout doucement l'ouvrit à la première page vierge. Ce soir, je crois que je n'arrive plus à dessiner toute seule, souffla-t-elle dans un demi-sourire. Lucas leva alors son stylo, attendant l'audace de tracer la première ligne sous les yeux écarquillés du groupe. Rien pourtant ne pressait. La nuit, pour une fois, leur appartenait sans heure ni secret à fuir. Ils revinrent au café des insomniaques, enveloppés d'un calme inattendu. Après l'épuisement nerveux de la nuit passée dehors, le silence à l'intérieur semblait presque irréel. Dehors, la pluie s'était effacée, laissant des gouttes immobiles sur les grandes baies vitrées, comme suspendues entre deux mondes. L'air, dense et frais, entrait à peine par l'entrebâillement d'une porte arrière. Sur la table, un bouquet de tasses blanches les attendait, renversées sur une soucoupe, paisible promesse de chaleur. Inès, la première, s'occupa de la machine à café, geste souple, rassurant, triturant les filtres et les grains comme si c'étaient des talismans. La fragrance du moka monta, douce, invitante. Elle versa d'abord dans la tasse de Paul, puis d'Émile, avant de tendre les siennes à Lucas et Anaé, sans un mot mais avec un regard appuyé, reconnaissant. Lucas, assis en bout de table, sortit un carnet écorné, ouvert à la page d'un poème griffonné durant l'attente. Il hésita, ses doigts tremblant à peine, puis lut d'une voix douce, rythmée comme une pluie de printemps. Ici, nos heures veillent, accrochées au rebord d'une nuit fragile, et nos solitudes s'écharpent doucement, entre deux gorgées d'espoir. Personne n'applaudit, mais tous regardèrent la table, fixant en silence la trace invisible des mots. Paul, main dans la veste, tira un médaillon jauni, minuscule, discret. Il le fit glisser vers Anaé, doux comme un sourire offert. Il ne m'a jamais quitté depuis la retraite. C'est une part de mon ancienne gare, un lambeau de quai, une heure de départ que je n'aurai jamais prise. Sous les yeux ronds d'Anaé, il ajouta simplement « Je ne garde que les souvenirs qui savent attendre. » Émile, bercé par la confidence, effleura la petite guitare oubliée dans un coin. Il en tira quelques notes, à voix basse, sans chercher la justesse, un fil entre la parole et le silence, l'exact rythme que chacun pouvait supporter. Chaque arpège semblait caresser la nappe. Puis d'un regard complice vers Lucas, « On fait tous de la musique, ici, même quand c'est du silence. » Anaé, remise de son absence, s'était installée contre le dossier pour mieux saisir les visages dans la lumière jaune du café. D'un geste rapide, elle étendit une page lisse devant chacun. Les croquis, s'échappant d'elle comme par nécessité, étaient offerts cette fois sans pudeur ni commentaire. Paul, front plissé, pensif. Inès, nez en l'air, une tasse à la main. Émile, tête dans les épaules, sourire en coin. Lucas, mains serrées autour d'un poème. Chacun se retrouva dans ses esquisses, un peu plus vrai qu'en miroir. La machine à café lança un souffle court, prodiguant sa chaleur comme un feu de cheminée miniature. Inès posa une main sur celle de Anéa, simplement, sans s'excuser ni s'expliquer. Paul tapota l'épaule d'Émile, qui lui répondit par une moue amusée. Lucas fit glisser jusqu'à Inès le carnet de poèmes, tournant la page pour qu'elle en choisisse un, si elle en avait envie. Leur cercle s'est resserré, corps adossés au fauteuil, mains égarées sur la faïence tiède, regards qui n'avaient plus besoin de se détourner au moindre élan. On aurait dit qu'ils s'étaient reconnus, cette nuit-là, jusque dans les petits gestes. Une mèche de cheveux remise en place, un rire plus long que d'habitude,
une question murmurée sans attendre réponse. La pluie dehors s'était effacée pour de bon, mais le silence, lui, avait pris racine à l'intérieur, tissé de chaque attention discrète. La nuit paraissait soudain plus dense, plus large, comme s'il était encore possible d'y découvrir quelque chose, ou de s'y perdre tous ensemble. Dans le calme revenu, le café des insomniaques évoluait, baigné d'une lumière mate que rien ne semblait pouvoir troubler. Chacun goûta la dernière gorgée, conscient, sans mots, que ce moment flottait au-dessus de l'ordinaire, hors du temps, précieux par sa rareté même. Paul fit lentement tourner le vieux médaillon entre ses doigts, réfléchissant à voix haute, les yeux dans les vapeurs de son café. On croit que la nuit, c'est l'absence de tout. Finalement, j'y ai trouvé plus de présence qu'en plein midi. Son sourire s'adressa au groupe entier, mais s'attarda sur Anaé, qui tenait le dessin de la nuit précédente comme une promesse repliée. Inès, apaisée par le silence, se leva et déposa une couverture légère sur les épaules d'Émile, qui faillit protester, puis se ravisa, posant timidement sa tête en arrière, appréciant la chaleur inattendue. Elle murmura, sans oser les regarder tous. « Vous savez, j'appréhendais ces soirs sans fin. Maintenant, je redoute qu'ils se terminent. » Un élan traversa la pièce, discret et dense, comme une nappe de lumière intérieure. Lucas écrivait encore, le stylo posé plus que tenu, traçant un mot, une pensée isolée. Il releva les yeux, fixa chacun à la lueur voilée. J'aimerais qu'on garde ça. Pas le sommeil retrouvé, non, mais la permission de s'en parler, d'avoir ces nuits où on ne dort pas, ensemble, sans honte. Personne ne répondit, mais un accord tacite vibra entre eux, net comme une évidence. Anaé s'avança, assemblant tous ses croquis dans un petit carnet qu'elle laissa au centre de la table. Elle déclara simplement « Plus besoin de se chercher tant qu'on peut se retrouver ici ». Sur la première page, elle griffonna leurs 5 prénoms entrelacés, sans fioriture, offerts à la mémoire commune. Leurs échanges devinrent de plus en plus fluides, entrecoupés de silences jamais pesants. Les gestes, une main sur un genou, un rire léger, un regard complice, tenaient la promesse d'un retour. Chacun trouva dans la petitesse de l'instant la grandeur d'être accueilli, à l'abri, enfin reconnu. Dehors, la rue luisait sous les lampadaires, toute trace de pluie dissoute dans une brume douce. La ville semblait s'endormir ailleurs, loin de ce havre suspendu. Bientôt, une heure indistincte viendrait briser leur cocon, mais, pour l'instant, l'aube pouvait attendre. Quand Paul ouvrit la porte pour repartir, le vent souleva derrière lui l'odeur du café et du papier encore chaud. Tous regardèrent, non plus à travers la vitre, mais vers leurs reflets réunis dans la table basse. Il n'était plus 5 solitudes juxtaposées, mais une constellation fragile, impossible à dissiper trop vite. Et longtemps après, même dans le silence distinct des petits matins, le café des insomniaques existait encore. Dans chaque insomnie, une brèche douce où la peur fondait, laissant place à ce qu'ils avaient créé ensemble, une nuit. La vraie lumière attendant toujours un peu plus loin, paisible, complice. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous invite une fois de plus à rejoindre ma chaîne principale, où la narration, la prononciation et les histoires sont plus travaillées. Vous y trouverez des compilations, des livres audio et des récits plus originaux. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.